Ok, alors bienvenue dans Blind Spot. Aujourd'hui, on commence avec Jonathan et Vincent sur un sujet qui, je pense, va intéresser tout le monde. L'implémentation IA, oui, mais comment? Hors caméra, on a commencé à parler de ça un petit peu et qu'est-ce qui menace chaque entreprise qui s'y met pas. Moi, ce qui m'a intéressé dans la conversation par rapport à ce sujet précisément, notamment pour les PME, c'est qu'est-ce qui est le plus important maintenant, là, cette semaine, le mois qui vient, parce qu'on sait tous que ça bouge super vite. Est-ce que c'est quel outil tu choisis ou est-ce que c'est l'accompagnement de quelqu'un qui fait tous les tests dans son back-end et qui te propose quelque chose qui fait juste fonctionner pour ta job, pour ta compagnie? Je pense que c'est un peu dans la conversation là qu'on va s'immiscer ou s'immerger aujourd'hui. Mais pour commencer, pour qu'on comprenne un petit peu c'est quoi les enjeux, puis après je vais vous présenter un à un. Comme ça, à froid, je vais vous sortir 10 questions et vous me dites vrai, faux, sans réfléchir. C'est bon? Un après l'autre. En même temps, c'est correct. Mettez juste bien le micro proche de votre bouche et c'est bon. Une PME qui n'a pas implanté l'IA en 2026 perdra contre la concurrence dans 3 ans. Vrai. Elle était facile, hein, je commence doucement. 85% des implémentations IA en entreprise échouent. C'est pas un hasard. Vrai, mais ouais, c'est ça, c'est pas un hasard, c'est vrai aussi. OK. Mais c'est pas vrai pour tout le monde qui l'applique. Il y a des gens qui réussissent. Là. Les PME sont plus en danger. Les grosses entreprises ont les moyens, les freelances pivotent vite et font leur poutine. Au milieu, c'est mort. Donc pour les PME. Vrai ou faux? Faux pour moi. Et c'est les PME qui vont gagner s'ils embarquent. Vincent, il hésite. Moi, je dirais vrai. OK. ChatGPT seul suffit pour 80% des besoins business. Faux. Empiler 7 outils IA différents fait plus de mal que ne rien faire. Faux. Empiler? Ouais, genre tu n'as pas de stratégie, tu fais juste comme payer des souscriptions à 7 outils et à un moment... C'est-à-dire tu crées plus de chaos que d'avantages. Non, c'est faux. OK. Outils IA sans accompagnement humain égale cimetière de projets morts. Vrai ou faux? Faux. Moi, je vais dire vrai, mais on pourra discuter ensemble de comment faire arriver au middle ground. 7 000 $ pour 20 heures d'accompagnement, c'est rentable en un mois pour une PME. Vrai. Voilà. Alors, implémenter l'IA dans une PME, c'est d'abord licencier des gens. Faux. OK, question importante. Le 5 $ par mois de Crudo, c'est un piège. Tu vas plafonner et oublier qu'il existe. Faux. OK. Et enfin, si personne dans ta PME sait prompter, l'accompagnement Crudo vaut 0. Faux. OK. All right. C'était juste pour s'échauffer un petit peu. 85% des implémentations IA en entreprise échouent, pas parce que la technologie est mauvaise, mais parce que personne n'accompagne les PME. Aujourd'hui, on te montre ce que ça change quand quelqu'un le fait. Donc, bien sûr, on va vous laisser vous présenter. Donc, Jonathan, c'est important, je pense que tu précises ce que tu apportes à Crudo, comment tu interagis avec Crudo. Puis, par rapport à ce qu'on vient de dire, peut-être, Vincent, tu peux commencer sur qu'est-ce que fait Crudo, à quoi ça sert et pourquoi aller chez Crudo plutôt que de payer un abonnement chez Gemini ou chez ChatGPT quand tu es une PME. Ben, en fait, avant de rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce qui est Crudo, j'aimerais juste faire une distinction sur le pourquoi 85%. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a deux trucs difficiles dans l'implémentation de l'IA. Le premier, c'est un aspect technologique. Le deuxième, c'est un aspect humain. En fait, c'est de la gestion du changement. Puis, il y a dans certaines entreprises que la portion technologique va bien se faire, mais ils vont le déployer, puis il n'y a personne dans l'entreprise qui va l'adopter. Puis, on l'a vu, on a fait nous-mêmes des projets où... Ouais, c'était même avant l'IA, ça. Hein? Tu partais sur une tangente, puis... En fait, avant l'IA, c'est que souvent les projets, mettons, de déployer des outils étaient dans des contextes assez bien définis, puis c'était une décision d'entreprise ou de l'organisation qui disait à partir de maintenant, on ne remplit plus ces formulaires-là à la main, on a tel outil, puis vous devez prendre cet outil-là. Donc, l'adoption se faisait un peu tout seul. Il y avait de la friction quand même. Il y avait
il y avait une certaine notion de gestion du changement. Mais là, dans les projets AI, en tout cas ceux qu'on voit, c'est souvent des outils qui vont venir aider des gens dans l'entreprise, qui ne sont pas nécessairement obligatoires dans les processus. C'est-à-dire que l'entreprise trouve ça intéressant, va investir pour développer cet outil-là avec les AI, puis va le rendre disponible de manière un peu optionnelle aux employés. Donc, la notion d'adoption devient hyper importante parce que la plupart des gens, premièrement, quand ils vont voir leur premier outil AI, vont avoir peur. Mm-hmm. Donc, ils vont un peu se rétracter. Puis là, si on n'a pas une bonne stratégie pour faire l'adoption, l'implantation ne fonctionnera pas. Ouais. Même si, d'un point de vue technologique, tout fonctionne. Fait que c'est un peu, il y a un aspect marketing à l'intérieur même de la business pour que le CEO encourage ses employés à l'adoption, quoi. Il faut que ça vienne du haut, j'imagine, en général. C'est pour ça que vous vous adressez plutôt directement aux gestionnaires d'entreprise, pas aux employés. Juste pour clarifier. Parce que le point qu'il fait, c'est intéressant, parce que Vincent, c'est un infrastructuraliste. Ouais. Il fait du code, mais d'un point de vue infrastructure. Puis moi, je suis arrivé avec un angle plus méthodologiste dans ça. Tu sais, puis d'après moi, la seule façon de développer une relation avec un client à l'ère de l'IA, c'est par l'accompagnement. Moi, j'ai une approche méthodologiste. Je regarde la méthode que les gens ont besoin d'être accompagnés pour adopter l'IA. Parce que ça a été 85%, la statistique, c'est vraiment ça, c'est même plus élevé, c'est que on fait un prototype, les gens commencent à en parler, mais la peur monte. Ouais. Les gens ne sont pas prêts émotionnellement à l'IA. Les gens ne sont pas prêts émotionnellement à l'IA. Techniquement, moi puis Vincent, on les rend capables demain matin, mais c'est ça, tu peux avoir le meilleur BMX au monde, tu vas avoir le jump, tu ne le prendras pas. Puis, je pense que c'est ça notre défi, c'est de trouver la vitesse de chaque client. Puis on a une méthodologie qu'on commence à partager, moi puis Vincent, sur accompagner les gens selon où est-ce qu'ils sont. Ouais. Tout de suite, là, tu rentres dans la plateforme, mais on sait que tu es à tel niveau de maturité. On ne va pas te garrocher 25 outils, on va te garrocher 2. Les 2 bons outils à la place où est-ce que tu es prête. Ouais. Avec les bouchées que tu es capable de prendre. Puis ton budget aussi que tu es capable de dépenser, parce que c'est pas tout le monde qui... Il y a des gens qui ont 5 piastres par mois. Ouais. Il y en a qui en ont 2000. Puis nous, on n'a pas de ségrégation là-dedans. On invite tout le monde, mais tu peux commencer à 5 piastres. Tu n'iras pas loin, mais tu peux. Là. Mais si tu veux faire un projet, c'est entre, mettons, 7 000 puis 10 000. Là, on parle. Préparer les gens à dire, es-tu prête à dépenser de l'argent en IA? C'est pas la bonne question. C'est, t'es où? C'est quoi les questions que tu as en ce moment? OK, garde, commence avec ça. Là, les gens prennent confiance. On découvre avec eux leurs ambitions. Ouais. On leur montre que l'IA peut les aider à les réaliser. On fait un premier jet. On fait un premier prototype. Puis après ça, ils sont en production. Tu sais, c'est comme des... Ouais, parce que si on regarde un petit peu les fournisseurs de LLM, eux, ils sont dans leur course à la performance. Ils déploient aussi, là, ils ont lancé Cloud Design, par exemple, que j'utilise de plus en plus aussi. Donc, ils déploient tout un univers. Mais veut pas, l'utilisateur business et lambda, il est comme un petit peu, ok, attends, là, il y a plein de trucs, il y a Dispatch qui vient de sortir, il y a machin qui vient de sortir, il regarde plein de vidéos YouTube, puis il essaye de se faire une sorte de liste de priorités de qu'est-ce qu'il doit faire en premier. Puis ça, je pense que c'est ce à quoi tu viens d'adresser, parce que quand tu es tout seul en freelance, ça va, tu as un peu le temps de jouer, mais quand tu as 20 salariés, 50 salariés, c'est notre histoire, quoi. Tu peux pas te permettre trop de faire d'erreurs et de prendre des risques non testés avant. Fait que par rapport à vos parcours individuels, peut-être commencer avec toi, Vincent, si je récapitule très rapidement, c'est quoi l'avantage de bosser avec vous deux? C'est que vous avez un background, un passé, une expérience, puis on va dire une expertise qui fait que quand vous parlez d'IA, vous parlez pas juste de la dernière nouveauté qui vient de sortir et à quel point c'est cool et que ça va aller plus vite, mais vous le mettez à chaque fois dans un contexte business, utile, pragmatique. Voici pourquoi ça va t'aider et tu vas faire plus de chiffres en dépensant moins de temps sur un truc, on va dire. Là, je schématise au maximum, mais maintenant, explique-moi pourquoi toi, tu es pertinent dans cette conversation par rapport à ton expérience, ton passé.
Je ne sais pas si c'est l'expérience ou le passé. C'est plus un choix qu'on a fait il y a 3 ans maintenant, qui était de créer un orchestrateur pour l'IA agentique. Mais même avant ça, parce que tu viens du monde du jeu vidéo, Ouais. tu sais, c'est pour aussi qu'on comprenne le cheminement que. Ouais, le cheminement. Et puis c'est aussi pour la personne qui regarde cette vidéo qui se disent, mais ça prend quoi pour comprendre ce monde-là vraiment, tu sais, plutôt que juste jouer avec les nouveaux softwares qui sortent. En termes de background, écoute, oui, tu sais, j'ai fait des jeux vidéo, j'ai fait beaucoup, beaucoup de développement web, des infrastructures assez complexes avec des millions et des millions d'utilisateurs. Mais quand vient le temps de parler d'AI, on est comme dans un autre monde. Ouais. Puis en fait, puis c'est drôle parce que c'est une discussion que j'ai avec quelques amis aussi parfois. Là. Avec l'AI, j'ai l'impression qu'on est tous repartis de la même ligne de départ. Bien que je pense que toi, si mon fils de 11 ans, il se met à jouer avec l'AI et toi, avec ton background, avoir bossé chez des multinationales, vous n'allez pas avoir le même output quand même. À mon avis, il risque d'avoir un meilleur output plus rapidement. OK. Parce que l'AI, en fait, un des trucs qu'il faut arriver à faire, c'est de désapprendre à peu près tout ce qu'on a appris. Comme Jonathan disait, il y a des méthodologies qui restent importantes, il y a des façons de faire qui restent importantes. Mais le problème, c'est qu'on s'est tellement habitué à parler avec une machine en cliquant sur des boutons, en remplissant des formulaires où tout était super bien structuré pour nous. Puis là, quand vient le temps de composer une phrase qu'on veut qu'une machine comprenne, pour nous, ce n'est pas intuitif. Versus pour des enfants qui n'ont pas encore appris ce milieu-là, mais pour eux, c'est extrêmement intuitif de composer une phrase puis de dire une phrase parce que c'est ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Ouais. C'était la même chose avec, par exemple, les touchscreens avec les téléphones intelligents. Les enfants avaient beaucoup plus de facilité à adopter ça parce que c'est très intuitif comme façon d'interagir. Donc, je ne suis pas certain que le background est très important. Autre, le fait qu'on est capable de bâtir l'infrastructure qu'on a mis en place. Ouais. Et on s'est vraiment focusé sur la portion infrastructure. Là, maintenant, depuis peut-être 1 mois ou 2, on lance des outils. Tu sais, tantôt, on parlait, OK, c'est quoi le premier truc qu'un gestionnaire de PME doit faire? Ouais. Le premier truc, c'est d'apprendre à parler avec ces machines-là. OK, ouais. Dans un truc hyper simple, comme un chat. Es-tu capable de poser une question pour que l'AI comprenne ta question, ait cherché l'information pertinente, te la présente et surtout que toi, tu sois capable de détecter les hallucinations, donc quand l'AI te ment, puis arriver à un point où tes demandes sont tellement précises que l'AI n'hallucine à peu près plus, l'AI te retourne la bonne information. Moi, souvent, je compare même, souvent on prend la métaphore de comparer ça à l'électricité. Mais moi, quand je fais de la musique, je fais beaucoup de musique, mes clients découvrent à travers le chat, la notion de modèle. 80% des gens me disent « Qu'est-ce que tu veux dire par modèle? » Je dis, 80% des gens te disent. Oui. Parce que les gens chattent avec Claude ou ils chattent avec... Ils ont tous fait un choix, sans s'en rendre compte, ils ont fait un choix d'une personnalité de modèle, OK? Fait qu'ils ont adopté, mais c'est pas toutes les mêmes IA, là. Ouais. Ils sont pas toutes égales, ils n'ont pas tous les mêmes entraînements, les mêmes spécificités. Claude, il est plus émotif qu'anthropique. Littéralement plus émotif parce qu'il y a des vecteurs émotionnels dans leur training. Ouais. Il se comporte comme un humain quand il te répond, puis il te ment un peu plus. Puis... Et que les gens adoptent un modèle. Puis là, quand tu leur dis le modèle, t'es pas obligé d'être attaché à un modèle. Oui. Fait que là, ils découvrent qu'ils se sont fait avoir. La première chose, premier mensonge. La séduction est allée trop loin. Puis là, nous, on est des ensorceleurs. Ouais. Moi puis Vincent. On essaie de tirer les verres du nez en disant, tombe pas en amour avec le premier modèle. Nous, on est agnostique. Découvre la force des autres modèles. Parle avec les autres. Découvre où tu te situes par rapport à chacun d'eux. Ouais. Excuse-moi, je ne vais pas te couper, Vincent, mais... parce qu'il y a beaucoup de budget qui est fait justement pour rendre ça transparent. T'inquiète pas, on s'occupe de tout. Gère ça. On va y venir d'ailleurs au concept d'être agnostique. Mais pour finir, peut-être, Vincent, sur... parce que oui, je comprends ce que tu dis par rapport à l'AI dans le sens où mon fils, il prend Whisperflow, il parle à ChatGPT, Image 2.0, puis il fait des trucs de malade.
puis switch sur Gemini pour autre chose, puis créer un jeu sur Claude, juste en parlant. Mais quand il s'agit de la vie d'entreprise, il y a quand même une certaine expérience, compréhension de l'humain. Tu disais que c'est moitié la tech à implémenter, l'autre moitié à rassurer les gens pour pas qu'ils aient peur. Ça, quand même, je pense que c'est une grande force d'avoir cette expérience-là pour accompagner les gens. Pour accompagner, oui. Mais même encore là, tu sais, le plus gros du travail, c'est de leur apprendre à oublier ce qu'ils avaient appris. Parce que malheureusement, l'AI, même chez nous, là, quand on l'utilise, moi, à la base, je suis un programmeur. Ouais. Je ne peux plus programmer parce que l'AI programme mieux que moi. Ouais. Mais c'est difficile d'accepter ça puis de dire, OK, j'oublie que je savais programmer. Ouais. Maintenant, faut pas que j'oublie que je savais programmer parce qu'il y a des notions qui sont importantes à avoir puis pour juger est-ce qu'il a pris la bonne architecture, est-ce qu'il a pris la bonne approche. Mais tu sais, on est probablement à 3-6 mois que l'AI va être rendu meilleur que nous de toute façon pour faire ces choix-là. Mais c'est plus... Notre job devient plus une job d'encadrement du modèle. Ouais. S'assurer qu'il a tout fait, s'assurer qu'on teste aussi qu'est-ce qu'il a fait. Ouais. Mais après ça, dans tous les autres modèles, on a sorti des analyses de marché. Il n'y a pas personne qui est capable de faire des analyses de marché comme ça, puis de trouver qu'un phénomène géopolitique en Asie pourrait avoir tel effet sur le marché nord-américain, puis que ça prendrait telle chose, puis tel pays qui va en conflit avec tel autre pays, puis ça ferait déclencher ce risque-là en Asie qui aurait une répercussion sur le marché nord-américain. Puis là, il va les chiffrer, là. Ça voudrait dire X milliards de dollars dans le marché nord-américain. Pas personne qui est capable de faire ça. Ouais. Il y en a quelques-uns, des grands économistes et tout ça, mais là, la notion d'être grand économiste est maintenant accessible à tous. Ouais. La notion de faire une stratégie fiscale est accessible à tous. La notion de réfléchir à des concepts de loi est accessible à tous. Donc, là, ça ne remplace pas les expertises de chacun. Les expertises de chacun demeurent hyper importantes. Ouais. OK. Mais une affaire qui est claire, c'est que notre bête, moi puis Vincent, dans notre jonction de méthode et d'infra, les deux, on est spéculatif. Moi, je fais du speculative design depuis toujours. Je fais du prototype pour aider les gens. Tu veux dire par spéculatif? Ça pourrait être ça. Et quand tu prototypes, tu es 2-3 mois d'avance, tu présentes des interfaces ou des interactions qui n'existent pas encore, qui ne sont pas possibles. Puis Vincent, lui, quand il pense à son infra, il pense dans la manière qu'il code que ça va changer dans 2 semaines. Il code plus pour les prochaines 10 années, il code pour être capable de surfer les 2 prochaines semaines. Puis il est tout le temps en observation de ce qui se passe dans le marché. Donc son code, je vais appeler ça du living code, je ne sais pas comment il appelle ça, fluide. Ouais. Ça change, là. Ouais. Fait qu'il peut être même pas en mode vigilance. C'est même pas de la vigilance, c'est juste de l'adresse. On est adaptable. C'est drôle que tu dis ça. Acrobatique quasiment. Puis là, si je dis à Vincent, il faudrait utiliser telle méthode pour faire l'idéation. Parce que maintenant, il faut passer de l'idée au concept en 1 semaine. Ben, lui, il va dire, OK, on met ça directement dans la plateforme, là. C'est pas juste un fichier MD de Claude, là. C'est pas juste une connaissance. Ouais. C'est la structure au complet du projet qui est repensée. Puis avant, moi puis Vincent, on aurait parlé de ça pendant 3 mois. Puis il aurait dit, je vais en parler avec mon board. Peut-être qu'on devrait changer de logiciel. Là, c'est dans la soirée qu'on vient de parler. Le lendemain, c'est fait. Ouais. Donc, il y a une forme de conversation qui n'existait pas avant entre un gars comme moi puis Vincent qui était, Jonathan, il arrive des idées vraiment poétiques du marché qui s'en vient dans 2 mois. La conversation qu'on a eue il y a 2 mois a déjà eu un impact sur l'infrastructure. Avant, il fallait que j'attende 1 an avant de voir des changements. C'était compliqué de changer de logiciel avant. Même. Justement, tu parles du avant, c'est une belle transition sur ton passé à toi, d'où tu viens et qu'est-ce qui fait que tu es pertinent pour cette conversation, notamment en combo avec Vincent, si je peux dire, qui lui est plus le CTO tech, pour caricaturer un petit peu, quoi. Ben, moi, je viens vraiment d'un background cinéma, storytelling. Ouais. Donc, j'ai souvent été engagé plus sur le contenu puis sur
la forme des interactions, l'expérience usager finale. T'as fait une école de cinéma aussi? Ouais, j'ai été enseignant en interaction design. Fait que j'étais tout le temps client-facing, tu sais, très en atelier, souvent en design. Puis très peu en back-end. Jusqu'à ce que, comme je vous dis, on voit les changements dans les 3 dernières années là, avec l'IA, qui m'a donné un peu les coups des lourses pour devenir un faux ingénieur. Mais dans le sens, avant, quand je prototypais des interfaces en simulation. Ouais, c'est ça. Puis l'arrivée du vibing ou de l'agentique m'a enfin permis de m'émanciper puis de vraiment faire des full functional prototypes. Ben, c'est ça que je me disais dans ma tête. La personne qui va voir cette vidéo dans 10 ans et qui a 20 ans, elle va se dire de quoi il parle, le front-end, le back-end. Il ne saura même plus que c'était séparé avant. Ça reste important. D'un point de vue infrastructure, front-end, back-end reste un concept capital, voire même, malheureusement, déjanté par les plateformes de vibing qui font un peu un message narratif faux de dire c'est pas important ce processus-là. En fait, c'est super important. Ouais. Nous, on l'a juste intégré dans notre plateforme, la structure. Mais front-end, back-end, ça reste un concept important pour n'importe quel agent autonome, même qui serait un virtuel. Il faut qu'il comprenne la différence entre front-end et back-end. En vrai, tu as toujours besoin de ton WordPress pour faire tourner ton site web correctement, si tu veux. Tu peux avoir un agent qui va lire WordPress, il va falloir qu'il comprenne WordPress. Ouais. Il va comprendre les fonctions qui sont back-end, celles qui font front-end, Ouais, celles qui ajoutent de la valeur et à celui qui gère le projet et à celui qui l'utilise. Fait que c'est des notions importantes qui doivent se retrouver de toute façon quelque part dans le process. Ouais. Peut-être un jour, ce ne sera plus des humains qui vont s'en occuper. Là, on voit ces batailles-là sur l'Internet un peu partout. Claude va remplacer le design. Non, Claude absorbe des méthodes de design, c'est tout. Il ne sait pas plus le faire. Puis il ne sait pas plus la outputter en qualité. Là. Ça prend un très bon infrastructuraliste ou une très bonne infrastructure pour générer du code de qualité. Là. Ouais. Ce que Claude Design ne fait pas. Là. Il fait du bon design. C'est un beau prototype, mais ça reste encore de la poudre aux yeux. Là. Ouais, ben justement. Mais ils vont se rendre là, puis nous aussi, on va se rendre là. Comme ceux qui vont à la vitesse de Claude ou d'Anthropic, il y en a. Là. Ouais. Puis le Crudel, le pari que je fais avec Vincent, c'est un coureur de course, lui-là. Là. Ouais. Moi, je suis le slacker là, dans son salon qui pense au futur, mais ça te prend quand même un char là, pour aller à cette vitesse-là. Donc, Crudel, c'est un véhicule qui va à une vitesse folle. On a toutes les règles de conduite de la route. On essaie de respecter toutes les lois comparé à d'autres. Ouais, c'est vrai que c'est important aussi. Bon conducteur. Ouais. Puis on va vite. Mais on a une direction. On a choisi certaines autoroutes, certains principes qu'on va parler tantôt, qui font qu'on amène les méthodes, on en parle ensemble, on dit ça, c'est une bonne méthode pour aller plus vite. Ouais. Puis c'est une méthode qui nous permet de garder la direction. Encore une fois, tout le monde peut drifter. Là. Ben, parlons d'exemples concrets, justement, pour vraiment comprendre en profondeur. Parce que, oui, c'est clair que moi, ça m'intéresse qu'on parle de Crudel, mais la raison de pourquoi on parle de Crudel, c'est parce que en comprenant Crudel, c'est comme si on comprenait mieux l'AI pour monsieur, madame, tout le monde aussi, tu vois. Parce qu'on se dit... c'est quoi la manière pour moi, parce que c'est pas tous les gens qui vont regarder qui vont être vos clients, mais je pense qu'en regardant ou en écoutant cette conversation, on va pouvoir mieux rediriger nos énergies aussi sur qu'est-ce qui compte pour une business ou pas. Notre propre compagnie, ce qu'on fait, c'est we're eating our own dog food, là, c'est que j'amène ma méthodologie, il amène sa vision d'ingénierie d'infrastructure, puis on fait la compagnie de nos rêves. Pour survivre à cette ère-là. Là. Ouais. Tout le monde qui va embarquer, on leur donne l'ADN d'une compagnie agentique. Là. Voici comment nous on apprend, voici notre maturité, voici les méthodes qu'on a mis en place pour ne pas se tromper puis pour garder le cas clair, là, parce que ça va de plus en plus vite. Là. Et c'est quoi vos premières trouvailles, notamment d'implémentation agentique, que vous avez découvert en faisant? Moi, la première à dire, c'est que chez Crudel, le design system, c'est pas un fichier, c'est littéralement l'infra, une structure de Crudel qui absorbe la méthodologie design que moi j'avais dans ma carrière comme designer. OK. C'est pas juste un fichier que je donne à Crudel. Ça prend quelle forme? C'est un processus dans l'application. C'est quand tu utilises l'application puis que tu parles avec un agent, l'agent suit une méthode. OK. On lui a ingéré une méthode de réflexion qui passe par étapes, qui ne saute pas, puis qui ne réduit pas le design à un seul fichier. Là. Tu lui donnes un cadre serré pour pas qu'il commence à dire n'importe quoi. Pas qu'il drift, puis surtout pour apprendre aux gens. Parce que les gens,
on peut leur poser des questions pour raffiner leur idée. Fait qu'au lieu de laisser les gens juste laisser les AI faire seuls, on crée une vraie co-création où est-ce que tu dis OK, fait que tu veux t'aller dans cette direction-là, j'ai 3 questions pour toi. Puis là, on raffine la clarté de l'intention. Ouais. OK. Sinon, tout le monde peut faire du vibing, tout le monde peut avoir de l'air vraiment un héros après 5 minutes. Ouais, après, si tout le monde Mais a nous, on veut que nos clients deviennent plus intelligents puis plus clairs dans ce qu'ils demandent. Fait que la plateforme les guide avec des questions puis on raffine leur idée. Tu sais. Je pense que tu t'éloignes du AI slop en faisant ça. Elle va dire, je n'étais plus capable du AI slop. Donc, quand j'ai rencontré Vincent, il se dit, je veux pas un autre lovable ou un autre curseur où est-ce que je peux drifter. Je veux que le système, ma méthode, elle puisse enforcer une direction. Là. Parce que c'est qu'un outil. Vincent, est-ce que tu as un exemple de qu'est-ce que tu as appris pour toi-même en implémentant? En fait, moi, je dirais 2 choses. La première... OK. Puis ça, on l'a appris un peu à la dure parce que, c'est drôle parce qu'on est une compagnie avec une plateforme agnostique, mais pour nos propres besoins à nous, on avait choisi Claude. Ouais. Puis Claude, dans le dernier mois, s'est beaucoup dégradé en tant que modèle. Ouais, j'ai remarqué aussi, ouais. Et est devenu très, très lent aussi. Et ça a commencé à avoir un impact sur notre productivité à l'interne. Ah oui, tu l'as senti carrément. Oui. On prône cette approche-là d'être agnostique, mais on s'est nous-mêmes enfermés dans un modèle spécifique avec un fournisseur précis, puis pas de manière simple de sortir de là. Switcher. Ouais. De l'autre côté, comme Jonathan disait, on est maintenant capable de bouger à une vitesse folle. En fin de semaine, on a pris la décision qu'on brisait cette dépendance-là une fois pour tout. Et la première étape pour briser cette dépendance-là, c'est de faire ce qu'on appelle un CLI, qui est un type d'application utilisé par les développeurs. Et on n'avait jamais fait ça de notre vie. OK. On ne savait pas du tout comment faire ça. Mais on a commencé le dimanche matin et le dimanche soir, on avait un premier jet fonctionnel qui marchait. On a commencé à le tester pendant la semaine. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, l'approche qu'on avait prise pour développer le logiciel n'était pas bonne. On n'avait pas choisi le bon framework. Fait que là, je demande à Claude, parce que j'ai utilisé Claude pour développer notre propre application. Je demande à Claude, j'ai dit, OK, mais là, je dis, pourquoi on ne prend pas tel autre framework? Fait que là, il me dit, oui, mais là, c'est pas du tout sur le même type d'architecture. C'est un énorme chantier. Ça va prendre... là, il me dit, ça va prendre... Je pense qu'il me donnait 10 à 12 semaines. Ouais. Là, je dis, ben oui, on dort. J'ai dit... Peut-être avec un abonnement à 20 €. Non, mais là, je dis, on code ensemble depuis des mois. Il n'y a rien qui prend jamais 10 à 12 semaines. C'est clair. Je dis, moi, d'après moi, on en a peut-être pour 1 heure. Ouais. Fait que là, il me répond. Là, il dit non, il dit, c'est impossible 1 heure. Il voici les raisons. Fait que là, je dis, regarde, arrêtons de parler de combien de temps ça va prendre. Commence à faire le travail. OK. Fait que la première partie, il me dit, regarde, il dit, pour cette première partie-là, il dit, je peux me commettre sur 1 heure. Ouais. Fait qu'il commence à le faire, puis 3 minutes après, en fait, 2 minutes 56 après, il a terminé. Fait que là, j'y prends un screenshot, puis je lui envoie. Je dis, en passant, ce que tu me dis qu'elle allait te prendre 1 heure a pris moins de 3 minutes. Ouais. Pour le restant du projet, je pense qu'on va être bon pour le finir dans 1 heure. Ouais. Mais ça a été codé. Mais c'est quand même un paradoxe important dans le sens que on a toujours été habitué que ce genre de truc-là était hyper compliqué. On ne voulait pas embarquer là-dedans. Mais maintenant, tout est possible. Puis, faut juste le vouloir, en fait. Ouais, c'est aussi ce que tu viens de nommer, c'est clairement une stratégie de Anthropic de décourager un peu les gens à se lancer dans des gros codings en leur donnant des warnings qui sont peut-être pas réalistes. Ils sont beaucoup trop plus longs pour que tu dises « Ah non, je vais pas le faire ». Parce que peut-être qu'ils sont victimes de leur succès, comme tu mentionnais précédemment. Fait que c'est aussi peut-être la manière smart de gérer l'intelligence artificielle, c'est de se dire « Ok, en ce moment, cette entreprise-là est en difficulté, peu importe les raisons. Faut être capable de switcher sur un autre modèle ou un modèle local ou whatever. » Parce qu'effectivement, là, c'est clairement
combat qui n'est pas lié à la technologie, mais plus à la politique de l'entreprise. 100%. Puis, tu sais, dans le modèle agnostique, ce qui est surtout important, c'est qu'il faut faire une distinction entre 3 composantes. Il y a le LLM, qui est, si on veut, le moteur. Là, Puis le moteur, il faut qu'il soit performant, qu'il soit rapide, il faut qu'il produise les bonnes choses, les bons résultats. Ensuite de ça, on a le contexte. Donc, le contexte, idéalement, quand on change de LLM, on est capable de conserver notre contexte. Puis le troisième, qui est un peu le même style que le contexte, mais c'est la mémoire. Ouais. Donc, si on n'est pas capable de changer de modèle parce qu'on perdrait notre mémoire ou notre contexte, on l'a vécu il n'y a pas longtemps dans notre plateforme parce qu'on avait donné des accès à notre plateforme en staging. Les gens ont commencé à interagir avec un agent autonome. Ouais. Là, on leur a dit, il faudrait que vous alliez vers la production. Le premier réflexe, c'est, mais là, je vais perdre 7 jours de travail avec mon agent autonome. Ouais, mais c'est pas grave. C'est juste 7 jours, là. Ouais. Mais si ça fait des mois, parce que nous, c'était ça le cas avec le code, ça faisait des mois qu'on avait commencé avec Cloud Code, puis de dire, OK, en faisant le switch, je perds des mois de contexte, des mois de mémoire, c'est assez problématique. Pour bien comprendre, parce qu'il y a eu une super présentation de Pete Ops, le CTO de Rodeo, sur vraiment c'est quoi l'origine du LLM, comment ça fonctionne, comment c'est entraîné, que c'est juste des statistiques Parce qu'il a donné l'exemple aussi du premier LLM graphique de Yann Lequin qui avait permis de scanner les chiffres. Les chiffres. La mémoire, est-ce que c'est ce que le LLM a distillé et a réussi à condenser à l'intérieur même de l'entraînement qu'il a fait, ou ça, c'est le contexte? Parce que je pense que les deux sont un peu... La mémoire, c'est... Il y en a un, je pense, c'est tout ce dont tu as discuté depuis la semaine dernière avec le moteur, et l'autre, c'est sur quoi il était entraîné. En fait, c'est un peu plus subtil, là, c'est-à-dire que le contexte, c'est ce qui est très court terme. Ouais. La mémoire, c'est ce qui est plus long terme. OK. Ce qui arrive en fait avec les LLM, c'est comme tu disais, c'est une machine statistique. Ouais. Ça prédit le prochain mot, le prochain token. Il n'y a pas personne qui va écrire un roman à chaque fois pour être hyper précis puis aller chercher exactement la réponse qui s'attend. Puis c'est là qu'on sort du contexte. Donc, si on fait, exemple, 3-4 tours avec un AI, l'AI peut nous poser des questions, on va répondre aux questions, on va venir raffiner, en fait, notre demande. Ça, c'est le contexte. Ouais. Parfois, on va parler avec l'AI puis on va lui dire, écoute, quand on parle de tel sujet, je préfère telle méthodologie ou je préfère tel angle ou je préfère quand tu me réponds en français sur ce sujet-là. C'est dont tu parlais avant, avec le cadre. Là, on est dans la mémoire. OK. On est dans la mémoire, puis si on n'a ni le contexte ni la mémoire, ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois, il faudrait écrire des très, très, très longs prompts, très précis, pour avoir la réponse à laquelle on s'attend. Puis, tu sais, une des affaires qu'on approche, moi puis Vincent, dans les modèles, c'est des modèles extractivistes, des modèles comme Anthropic ou... Extractiviste, tu veux dire? Ils sucent toute l'information qu'il y a sur le web. Okay, ouais. Ils regardent toutes les conversations. Tout ce que tu utilises dans ces systèmes-là est analysé pour comprendre est-ce que ça donne un meilleur output, est-ce que cette méthode-là est meilleure que la nôtre. Puis, tu sais, des méthodes de product design, il y en a à peu près 65 sur le marché, là, du MIT jusqu'à Harvard, là, tu sais, des façons de faire un produit ou un service, ou même une société. Il y a des livres sur how to build the government, how to build politics. Tu sais, il y a plein de méthodes qui existent. Ils sont toutes absorbées déjà dans les systèmes, là. Si tu demandes à Claude, je veux utiliser l'approche design thinking, il la connaît, là. Mieux qu'Idéo. Il a tout lu les livres là-dessus, là. Si tu veux prendre la technique 5 hats, la technique des 5 critics, la technique socratique, ils sont tous intégrés, là, ils sont tous ingérés. Là. Si tu veux que Claude soit un coach socratique pour toi, il est déjà prêt, là, avec les bonnes questions. Puis tout. Si tu dis non, je vais être dystopique, il y a aussi des questions pour toi. Là. Fait que nous, on se rend compte que quand les gens rentrent avec l'approche featureitis, l'ancienne approche des années 80, ils pensent en feature. Ils ne pensent pas encore en intention. Là. On est encore à l'époque matérialiste, là, exécutionnelle, là, ils n'ont pas encore compris que c'était à $0 l'exécution. Donc, ils sont encore en train de réfléchir à décrire la page web qu'ils ont en tête. Il va avoir un hero, il va avoir un bouton. Au mieux de penser à
à quoi ça sert, qu'est-ce qu'ils vont vouloir vendre. Puis ça, c'est ça qu'on dit, c'est désapprendre à quelqu'un à faire ça. Là. Puis je m'inclus là-dedans. Là. Désapprendre à ne pas faire d'interface. Ouais. Apprendre à poser les questions au client. Genre, c'est quoi que tu cherches à faire? T'enlèves presque une étape intermédiaire qui était un site web pour communiquer ton intention de vente ou quoi que ce soit. Et peut-être même que le site web va juste être... parce que moi, j'ai fait un site AI Slop. Je l'ai fait avec Lovable. Puis au début, je trouvais que ça se faisait slop. Mais je me suis dit, bah ouais, mais il y a le message que je veux dedans. Parce que c'était beaucoup à propos du message. Limite, l'enveloppe, je m'en fiche un peu. Mais après, bon, je me suis dit, c'est quand même assez sombre. Ça reflète une... en fait, le message, finalement, passe pas si bien que ça parce que c'est trop sombre. Je vais le faire plus clair, plus joyeux, plus... bref. Et, fait qu'au final, effectivement, je suis revenu... au début, j'étais beaucoup dans les détails du site. Comment je peux faire ça avec Elementor, blablabla. Et au final, c'était comme... Bon, au final, franchement, je m'en fiche. Je veux juste quelque chose qui soit le moins... qui empêche... En fait, qui traduit au mieux ce que j'ai dans la tête pour mon client. Mais en vrai, le site web, je m'en fiche complètement, quoi. Mais les gens, on l'a connu pendant 10 ans, toute la période du no-code puis du low-code, OK? Qui faisait beaucoup chier les développeurs à l'époque. Mais autant les designers aussi, comme Wix puis même WordPress Elementor. Tu peux faire un site en une journée avec ça. Là. Ouais, mais je te dirais, c'est même pas ça l'important parce que si ton site... il t'empêche d'arriver à ton objectif. Il a beau être bien designé, s'il n'est pas adapté à ce que tu veux vendre, tu vois. Non, mais je veux dire, moi puis Vincent, on a eu des discussions là-dessus, là, sur, OK, à quel moment le craft a une valeur, puis à quel moment le client, ce qu'il a de besoin, là, c'est 80% de craft puis 20% d'efficacité. Là. Ouais. Il veut quelque chose de beau, mais aussi vite. Fait que la notion de vitesse, en tout cas, maintenant, elle a pris une importance peut-être trop grande, là, mais je peux plus dire à un client qu'un site web va prendre 1 mois à faire. Là. ouais. Mais on pourrait travailler sur le site éternellement maintenant. Parce que le coût est à 0. Donc, si j'ai une idée, si j'aime plus la typo, le retour en arrière que ça coûtait avant, là, ça n'existe plus. Là, ça. Fait que si j'ai réussi à produire ton site en une semaine, c'est une chose. Mais là, tu peux le faire évoluer, tu peux le raffiner, tu peux y parler. D'un côté, la conversation, elle revient un petit peu dans le camp du logique. C'est-à-dire qu'en vrai, tout le monde s'en fiche du site web. C'est est-ce qu'on va passer 1 mois sur le site web seulement si ça va vraiment nous permettre d'atteindre notre résultat qu'on veut à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que c'est un peu vexant pour les designers, pour toutes les personnes qui étaient spécialistes de la mécanique de cette machine qui est un site web. Mais en vrai, dans le fond, finalement, si tu pouvais vendre sans site web, personne ne ferait de site web. Je pense qu'il y a une notion aussi de qu'est-ce que tu as... En fait, avec qui tu as envie de travailler, puis qu'est-ce que tu as envie de faire. Je pense que c'est surtout ça le point qui est important d'expliquer à l'AI. Tu sais, ton site web, ça demeure la vitrine pour faire des ventes en ligne. Mais après ça, ton site web va ressembler à quoi? Ça dépend de à qui, c'est quoi l'audience. Ouais. Qu'est-ce que tu as à vendre? Ouais. Puis ces 2 choses-là, ça revient à te poser la question, toi, en tant que personne qui fournit ça, ben avec qui tu as envie de travailler? Ouais. Là, ben, ça peut être des industries, ça peut être des groupes d'âge, ça peut être des géographies, ça peut être... Donc, ça peut être différentes choses. Puis la deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu vends? Ben encore là, ça revient à qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie d'offrir. Puis c'est les 2 grandes questions qu'on peut se poser ou qu'on devrait se poser avec les AI et rien d'autre. Après ça, qu'il y ait un formulaire, qu'il y ait un bouton à telle place, que c'est plus important. Ça, c'est le moment clippable, je pense, du podcast, c'est ce que tu viens de dire. C'est les 2 seules questions qu'on devrait poser et rien d'autre. Parce qu'effectivement, moi, je ne l'ai pas fait, puis j'ai fait marche arrière pour revenir à ces 2 questions initiales qui étaient mon positionnement finalement. Puis si tu le fais pas, mais tu t'embarques dans un tourbillon de... tu te perds dans les limbes de... Mais il se passe quelque chose. Mon premier point sur l'accompagnement, c'est que c'est une expérience d'apprentissage, les AI. C'est une expérience comme désapprendre. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une notion de trouver quelqu'un que tu fais confiance, qui va te prendre par la main dans ces questions-là, puis qui va t'amener à commencer à inventer. Il y a beaucoup d'inventeurs dans les compagnies. Nous, tous les clients qui adoptent notre produit, il y a souvent, c'est par une personne un peu plus active à l'interne, un peu plus curieuse, qui a déjà du code, qui a déjà inventé des trucs, puis qui est donc
qui est caractère pour ça. prêt à éclore. Là, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est le genre de client que nous, on cherche parce que c'est de l'inventivité qui suit l'apprentissage. Là. Les gens deviennent beaucoup plus inventifs. Là, puis là j'inclus là-dedans des gens de 75 ans à 20 ans. Là. Ouais. Il n'y a pas de différence d'âge là, dans l'inventivité qu'on voit. Là. Ok, ouais. J'ai des présidents de compagnie de 75 ans qui sont aussi aguerris et passionnés que nos jeunes de 25 ans chez Crudo. Là. Ouais, c'est un état d'esprit, c'est pas autre chose. Mais là-dessus, on a quand même des outils maintenant qui sont beaucoup plus accessibles aussi pour commencer à utiliser l'AI. Puis, juste hier, là, c'est une session qui a duré peut-être 1 heure. J'étais avec quelqu'un qui devait faire une présentation pour un groupe de gens en ressources humaines dans une compagnie. Puis, il m'envoie sa présentation, puis il me demande, il dit, Vincent, comment est-ce que l'IA pourrait m'aider à améliorer ma présentation? Comme des slides. Ouais. Ouais. Puis là, il me dit, je peux-tu travailler ça avec ChatGPT? Je dis oui, mais je dis ChatGPT est probablement pas le meilleur outil que tu peux prendre pour faire cette job-là. Je regarde, je dis, on va se booker 1 heure ensemble, puis je vais te montrer, on va prendre un agent autonome, puis on va lui donner ta présentation, puis on va lui demander de l'améliorer. Donc, on commence la session. Fait que je dis, OK, on va créer un agent autonome. Fait que là, il clique sur le bouton « Engager un agent autonome ». Puis là, les 2 premières questions, c'est « Donne-lui un nom et donne une description ». Puis là, il me regarde. Je mets quoi? Ben, je dis, tu voudrais trouver quelqu'un là, dans le marché en ce moment là, qui t'aide à améliorer ta présentation. Ouais. Qu'est-ce que tu chercherais? Ah, ben, je chercherais un spécialiste des présentations. Bon, ben, regarde le nom, là, marque spécialiste des présentations. Ouais. Puis j'ai dit, tu t'attends à quoi de cette personne-là? Et là, il commence à me l'expliquer. Je dis, ben, regarde, ça, c'est ta description. Mets ça dans la description. Quand il pèse sur le bouton, ça prend 2-3 minutes, le temps que l'infrastructure en arrière se configure. Parce qu'un agent autonome, c'est quand même assez costaud comme infrastructure en arrière. Mm-hmm. Là, ben, l'agent apparaît et dit, bon, ben, je suis prêt à travailler. Expliquez-moi ma première tâche. Fait que là, je dis, bon, ben, regarde, pèse sur le bouton, attacher un fichier, choisis ta présentation. Là, je fais un blanc. Là, il marque, puis je vais marquer améliore ma présentation. Je dis, non. J'ai dit, fais pas ça. J'ai dit, c'est vraiment comme ça que tu aborderais quelqu'un que tu as engagé. Ouais, c'est là. ça. Fais-moi quelque chose de beau. Puis tu expliques pas qu'est-ce que tu cherches, tu lui donnes pas de contexte, rien. Ah, il dit, t'as raison. Il dit, ben là, il dit, qu'est-ce que je demande? Je dis, ben regarde, premièrement, demande-lui son avis sur ta présentation. Fais juste commencer par une question simple comme ça, ouverte. Demande-lui son avis. Fait que là, il dit, qu'est-ce que tu penses de ma présentation? L'AI répond, donne les points forts, les points faibles, qu'est-ce que lui améliorerait dans la présentation. OK. Comme ça, tu peux jauger un peu le niveau de l'agent aussi. Oui, puis en même temps, tu peux jauger de ton propre travail. Puis à partir de là, ben là, je dis, au lieu de demander à l'agent de tout de suite faire les pistes d'amélioration, je dis, demande-lui qui te pose des questions pour savoir qu'est-ce que toi tu recherches. Puis là, ben, c'est intéressant parce que dans les questions que l'agent a posées, c'est OK, mais c'est dans quel contexte? C'est qui l'audience à qui tu présentes? Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent, ces gens-là, après la présentation? Puis, dans la présentation, il y avait des slides où le contenu n'était pas assez précis. OK. Donc, il y avait vraiment... Puis c'est une tendance qu'on a tous. Là. On va donner des cas de figure souvent, puis on reste dans le très générique. Mais là, l'AI a dit, bon, ben, tu parles de telle compagnie ici, de telle expérience que tu as vécue en 1995, quelque chose comme ça. Ouais. Puis là, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu me rencontres avec quelqu'un? Fait que là, il a commencé à donner des détails. Puis après 2 séries de questions-réponses comme ça, là, les AI continuent à en poser. Là, j'ai dit, écoute, là, tu peux l'arrêter. Il dit qu'ils prennent ça, qu'ils te fassent un premier jet, puis je dis, nous, on va le réviser après, puis Fait que là, il dit, OK, fais les modifications. Ça prend 1 minute et demie. L'agent dit, j'ai fini, tu peux aller voir la V2. Il ouvre la V2. Là, les bras, ils tombent à terre. Ben voyons donc. C'est donc bien bon. Il dit, j'ai jamais fait une présentation aussi solide que ça de toute ma vie. Il est bon, le stagiaire. Puis tout ça en moins d'1 heure. Puis là, ben, on regarde la présentation. Puis là,
Je disais, écoute, t'es un peu drabe ta présentation. Drabe? Oui, c'était C'est-à-dire? fond blanc, le texte d'une couleur. Ah, ok, ouais. Pas aucun Ça- visuel là-dedans. Ça manquait un peu de vie. Fait que là, je dis, demande donc à l'AI, qu'il te fasse une version Jonathan. visuellement intéressante. Là. Ouais. Fait que 2 minutes plus tard, on a une nouvelle version, V3. On l'ouvre. Design impeccable. Puis exactement pour le marché qui ciblait. Puis. Fait que finalement, j'ai l'impression que plus on va aller dans le futur et plus la machine va s'effacer et on va parler à des individus. Ça, honnêtement, une vraie bonne interaction avec un AI, c'est comme avoir une conversation avec une personne. Puis c'est la meilleure manière de le rendre performant. Oui. Ouais, en fait, c'est d'être en mode écoute. En mode écoute, de développer un contexte. Moi, la décision aussi qui est importante à prendre, c'est de choisir avec qui tu vas travailler. Tu sais, c'est sûr que nous, on est devenus, moi puis Vincent, un peu copains dans cette aventure-là parce que Claude puis OpenAI sont après notre lunch aussi. Là. Ouais. Les gens, ils avaient peur pour leur job en code ou en design. Là, c'est les consultants, là, OpenAI puis Anthropic qui s'en vont dans cette job-là. Donc, moi puis Vincent, de développer la plateforme agnostique, c'est dire tous les gens qu'on va approcher, là, qui ont du knowledge, ils vont venir dans la plateforme, on va protéger cette connaissance-là. Oui, parce que cet individu-là, il est quand même très spécifique. Ouais. À comment vous Mais on va le faire pour l'éduquez, nos tu vois. clients aussi. Les clients qui embarquent, ils ont toutes des recettes industrielles ou des. Ouais, c'est ça. On va choisir nos clients puis on va protéger leur savoir à travers la plateforme. Parce que ça, c'est au même titre que tu engages quelqu'un qui est exceptionnel dans ta compagnie. Tu veux pas que tout le monde aspire son cerveau partout, là, tes compétences. Exact. Puis nous, on le voit, là, je veux dire, ça se passe dans le marché, là, mais nous, avec la plateforme, c'est ce qu'on essaie de préserver. Là. C'est qu'on ne se fasse pas tout sucer out. Puis que même les gens qui viennent chez nous, moi, je travaille avec Crudel pour amener ma méthodologie dans eux, mais c'est parce que je l'ai vécu. Là. J'ai donné ma méthodologie à Claude ou à Lovable et j'ai vu l'industrie au complet se revirer contre moi. Là. Donc, de me dire, OK, moi, ça ne me sert plus à rien de les nourrir. Je vais nourrir juste la plateforme Crudel avec ma méthode. Ouais. Ceux qui veulent travailler avec moi, ils travaillent avec cette plateforme-là. Puis est-ce que c'est possible, j'essaie de m'imaginer, c'est parce que eux, clairement, les grosses compagnies, là, on l'a déjà vu, ils ne se gênent pas pour se nourrir de tout ce qui existe. Est-ce qu'il y a une manière de se protéger tu sais comment on dissocie? Parce que la dernière exemple de ça, c'était Stable Diffusion pour Ubisoft, qui faisait tourner Stable Diffusion en local. Et du coup, c'était moins puissant parce qu'ils pouvaient juste faire des variations des tresses de... c'était quoi le jeu de pirate, là, Valhalla? Fait que ça a aidé l'artiste à faire plus de variations de détails du personnage. Mais c'était pas une productivité fois 10 000 pour l'ensemble du jeu. Fait que j'ai l'impression que si tu restreins le modèle dans une certaine sécurité, du coup, ça t'enlève de la puissance. Comment vous faites, vous, pour garder la puissance? Grosso modo, quand on dissocie l'aspect contexte et mémoire d'un LLM, on se protège énormément. Quand on dissocie contexte et mémoire. Oui, du LLM. Parce que dans le fond, le plus grand danger, c'est quand tu vas dans Cloud, par exemple. Même nous, quand on utilisait Cloud, moi, je suis connecté en tant que Vincent. Ouais. Ben là, il y a tout mon contexte. Il y a tout mon contexte, il y a toute ma mémoire. Je relie les points entre eux. À chaque fois que je fais une demande, c'est associé à mon utilisateur. Ouais. Alors que, par exemple, à travers notre plateforme, nous, on mixe tout le trafic de tout le monde sur un point d'entrée chez, mettons, Anthropic ou chez OpenAI. Puis le contexte et la mémoire sont dissociés. OK. Donc, on envoie seulement ce qui est nécessaire au moment où la demande est faite. Okay. Mais ça devient beaucoup plus difficile pour des systèmes, même des systèmes aussi avancés que ce qu'ils ont, de venir faire de la corrélation parce que dans notre plateforme, on a des gens qui parlent toutes sortes de langages. Fait que là, c'est ma demande à moi est mixée avec une demande écrite en chinois, avec une demande en anglais, avec une... Fait que ça devient très difficile pour ces modèles-là de bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire ou qu'est-ce que nos utilisateurs sont en train de faire. Ouais. Puis l'autre chose qu'on expérimente de plus en plus, c'est qu'il ne faut pas hésiter à changer de modèle au fil de notre tâche, OK? Pour pas qu'un modèle ait le début et la fin de notre travail.
Ça me fait penser quand mes enfants ils utilisent mon compte YouTube, que l'algorithme, à un moment, il est complètement perdu, mais des vidéos qui n'ont aucun rapport next to each other. Mais tu arrives quand même à garder l'efficacité quand même en faisant ça. 100%. Ok. Notre efficacité, je dirais, en ce moment, n'a jamais été aussi élevée que ça. On réussit à faire en un mois ce qu'on n'aurait jamais été capable de faire dans une vie avant. Wow. Tu voulais dire quelque chose, Jonathan? Non, j'allais dire ça, que la vitesse à laquelle ça va maintenant, c'est à la vitesse de la conversation. Moi, je suis rentré chez Crudel comme pour amener méthodologiquement la capacité de partir d'une conversation. Moi, je disais conversation to prototype. Ouais. Avec Vincent, c'est conversation to production ready. To final product, okay? ouais. Puis on est là. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est il y a un mois qu'on parlait de ça, là. Ouais. Normalement, je pensais que ça allait prendre 1 an, ce que je demandais à Vincent. Parce que je lui demandais littéralement, je veux lovable, production ready. Parce que lovable, cloud design is not production ready. It's not. Bah ouais, tu peux pas faire grand-chose. Non, mais il y en a qui disent oui, OK, mais c'est ACAB. Je l'ai vécu, là. Je veux dire, lovable, j'ai eu plein de projets pendant 3 ans là-dessus. C'est très dangereux. Ouais, parce je parle pour dire que c'est production ready, ça prend beaucoup de travail. Ouais, c'est ça. Donc, Vincent, lui, la promesse de dire on parle, ça devient un production ready software ou une app, c'est fait. Là. Cette promesse-là est remplie techniquement. Mais encore une fois, il faut que tu rentres à la bonne place avec le client. Ouais. Et les clients, c'est quoi un modèle, puis qu'est-ce que ça fait. Puis moi, je fais encore découvrir à des gens, par exemple, juste un modèle va te mentir. Ouais. Donc, voici pourquoi nous, on met de la structure. Et on ne veut pas que tu dépenses des tokens sur des idées qui sont excellentes, mais que le modèle l'a mal compris, fait qu'on va te poser des questions. Ouais, mais moi, en 1 minute, je peux faire ça dans Lovable. Mais tu vas le faire en 2 minutes chez nous, mais au moins, ça va être production ready. Tu ne vas pas passer 2 semaines à patcher puis à découvrir des trous de sécurité puis tout ça. Là. Ben, on en revient pour simplifier aussi au maximum. Lovable, il te fait que le front-end, puis vous faites aussi un vrai back-end. Non, Lovable fait plein de choses. Comme je ne veux pas frapper sur les plateformes de vibing nécessairement, mais ils font un code rapide qui peut être architecturellement questionné par plusieurs ingénieurs. Là. OK. Mais même pour les autres outils, là, c'est pas que les outils de vibing. À peu près tous les outils, si les gens font pas attention, tu sais, juste pour revenir sur l'exemple que je donnais de la présentation, ça aurait très bien fonctionné qu'ils mettent sa présentation puis qu'ils demandent améliore ma présentation. Ouais. Mais le résultat final n'aurait vraiment pas été la même chose. Ouais. Fait qu'en fait, ce qu'on essaie de forcer dans notre plateforme, c'est que AI n'égale pas paresse. Oui. Fait qu'en fait, on demande dans nos instructions que nous, on a mis dans nos systèmes, on demande à l'AI de demander à l'usager de faire un minimum d'efforts pour bien décrire ce qu'il demande ou ce qu'il fait ou ce qu'il veut faire. Ouais, encore une fois, pour pas revenir à du AI slop que tout le monde fait quand il donne pas de contexte ou quoi. Bah, rien que préparer les fiches là pour ce show, ça aurait pu être comme tiens, voici toute une conversation, fais-moi quelque chose de cool. Mais non, tu sais, ça a été tiens, regarde, par rapport à l'histoire de Jonathan, l'histoire de Vincent, qu'est-ce qui est intéressant pour les gens qui regardent par rapport à ma chaîne YouTube. Ça a été plein de conversations. En fait, c'est une longue conversation qui ont généré ce PDF pour qu'on discute aujourd'hui. Donc, clairement, meilleure manière d'éviter le AI slop, c'est de parler. En fait, même la conversation pour préparer ce show, en fait, a été utile pour ajuster les notes, quoi. Donc, plus on va dans cette direction-là et plus on a de la qualité. Justement, il y avait plusieurs cas de figure qu'on voulait aborder et aussi comparer aussi peut-être par rapport aux autres outils qui existent, que moi j'entends parler, notamment en France, qui sont Dust, Limova, qui sont plus comme j'ai l'impression en tout cas, des LLM qui sont préconfigurés, mais qui sont faits pour tout le monde. C'est-à-dire, tu payes ton abonnement, ils essaient de le vendre à l'année aussi le plus possible, comme ça t'es pogné avec. Mais j'ai l'impression que ça ne répond pas au problème. Parce que, oui, tu as comme un agent qui ressemble à un personnage Pixar qui va être ton assistante, mais basé sur des choses génériques, tu vois. Alors que vous, ce que j'ai l'impression que vous faites, c'est plus comme une approche un peu qui se rapproche plus de l'open source. C'est-à-dire, on va vraiment fine-tuner cet agent pour qu'il réponde à tes besoins très spécifiques. Et pour ça, on va se parler avant, comme ce qu'on vient de dire. Du coup, ça se passe comment ? Mettons que je suis une entreprise avec 50 employés.
Prenons un exemple, je ne sais pas moi, dans quel secteur d'activité? On est pas mal dans tous les secteurs d'activité. On n'a pas fait le marketing non plus. Ouais. Pendant 3 ans, là, il y avait des gens qui vendaient des prompts. Ouais, c'est vrai. OK? Mais c'est devenu des agents. Mais Ouais. c'est des agents, mettons, marketing, de positionnement, ça. Tous les jobs là, qu'on connaît dans les agences sont créés comme des agents qui font une job. Mais moi, parce qu'on n'a pas fait le marketing en ce moment de créer des agents préemptifs, là, de dire on va se faire un agent pour tous les types de jobs. Ouais. On laisse les gens créer les jobs. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, ça tomberait dans l'accompagnement. On ferait une job, on s'engage une équipe de marketing. Puis là, on créerait ensemble. Mais moi, je veux que les gens créent l'agent. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est une conversation comme un humain, man. Tu veux pas enlever ça à l'humain, cette partie-là de l'adoption. Là. Il n'y a que eux qui connaissent mieux c'est bon que d'engager quelqu'un. Non, mais c'est bon l'expérience d'engager quelqu'un. Tu décris tes attentes, tu décris le rôle, tu t'apprends à nommer, tu sais pourquoi il va se comporter comme ça, tu lui donnes une personnalité. C'est pas anodin. Là. Ouais, c'est vrai que ça te fait même réfléchir à toi-même, en fait. Moi, personnellement, c'est important que les gens le fassent. Mais ça ne veut pas dire que dans un an, on va pas avoir des templates, là, peut-être. Là, pour Quand vous vous rendez compte. Non, c'est pas le modèle. Mais c'est une approche marketing. Encore une fois, c'est une approche marketing qui marche pour certains. Mais je ne veux pas être associé à ça, par exemple. Je ne veux pas être associé à ceux qui vendent là, des agents que tu engages avec des bonhommes. Tout, Done for you. Comme ClickUp. ClickUp, ils font des bonhommes là, avec. Ils ont comme 50 jobs. Là, puis, c'est done for you. Et vous, c'est plus done with you. Ouais. Il y a aussi une différence technologique. C'est-à-dire que la plupart des agents qu'on va retrouver sur le marché, on va les appeler, disons, les agents de première génération. Ouais. L'agent, dans le fond, réagit à une demande de l'utilisateur. Et dans le même, on va appeler ça un tour, là, mais dans le même tour, il y a des outils qui sont des intégrations. L'agent doit te répondre, puis comme le LLM est fait d'une façon qui veut plaire à l'humain, ça ne veut pas nécessairement dire que la bonne réponse, c'est celle qu'il va te donner. Les nouveaux types d'agents là, qu'on a depuis la fin janvier de cette année, puis qu'on a maintenant de disponibles en un clic sur notre plateforme, c'est des agents qu'on appelle autonomes. Donc, c'est des agents qui sont capables de travailler sans intervention de ma part, par exemple. Ouais. Mais c'est aussi des agents qui vont rouler sur plusieurs tours avant de me donner une réponse. OK. Donc, même si je prends le même fonctionnement, c'est-à-dire que je fais une demande, comme le cas du PowerPoint, je fais une demande, bien, l'agent, avant de me répondre, ça se peut qu'il ait utilisé 12 tours. Puis, premier tour, c'est un tour de réflexion. Deuxième tour, c'est un tour où il a lu le fichier une première fois. Troisième tour, il est allé faire une recherche sur Internet pour regarder, moi, je suis qui, parce que il sait, j'ai donné l'information de j'étais qui, puis je travaille pour quelle compagnie. Quatrième tour, là, il va focuser sur la compagnie pour vraiment bien comprendre les valeurs de l'entreprise, parce que là, je parle d'une présentation pour les RH. Donc, on y va comme ça. C'est lui qui va chercher son propre contexte de plus en plus. Exactement, ce qui fait en sorte que la réponse, au final, est beaucoup plus de qualité. Puis pour répondre à la question, est-ce qu'on veut faire des templates? Non, il n'y a pas personne qui a le même système de valeurs, il n'y a pas personne qui a les mêmes principes, il n'y a pas personne qui habite à la même place. Parce que en voyant ça, en voyant les pubs, je me dis, mais c'est quoi l'avantage par rapport à juste payer pour Claude? Des trucs préconfigurés, tu fais juste ajuster tes préférences. Mais justement, on parlait un peu de marketing, là. Je voulais aborder les différents composants de l'offre Cluedo. Parce que vous m'avez parlé on commence par le chat. Ensuite, si on veut aller à la prochaine étape, on utilise l'agent, qui est lui un peu plus autonome, qui va chercher son propre contexte. Ensuite, on peut aller construire nos propres outils. Et enfin, la Forge, qui est plus une automation. La Forge, j'ai moins bien compris, si tu veux. Ouais, mais si tu regardes le contexte, c'est que tu as l'intelligence documentaire qui est de base, que tu peux chatter avec un document ou avoir un agent qui le crée avec toi en co-création. Mm-hmm. Le deuxième tiers, c'est un peu comme Lovable ou les outils comme Cursor ou Replit, des outils de vibing. Peut-être en France, ce serait d'autres choses, là. Pour créer des apps rapidement. Mm-hmm. Mais nous, on a une structure, comme je te dis, méthodologique qui évite de ne pas être en production ready à la fin. C'est pas juste un prototype que tu as vibé, puis il faut que tu sécurises. Là. Il est prêt à être en publication. Puis Forge, c'est tout l'aspect comme qu'on a connu, puis que toi, tu n'as peut-être pas connu, mettons,
des orchestrateurs comme N8N, Gumloop, Ouais, si, ouais. tous les gens qui ont touché à ça, les workflow editors, c'est inévitable d'avoir besoin de workflow orchestrator dans un système agentique. Ouais. C'est juste un peu complexe. Ouais. Fait que ça, c'est le dernier volet. Là. Je veux dire, si tu peux construire des apps, mais tu peux aussi construire des workflows de données assez complexes avec Crudo. On appelle ça Forge. Ouais. Ça, Un exemple on plus fusionne simple. des choses ensemble, là, mais je veux dire, c'est un workflow. Là. Est-ce que Ouais. tu sais, est-ce que tout le monde comprend c'est quoi un workflow? C'est des nodes avec des petits, Ouais, des je peux petits donner un fils. exemple Tu sais. pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne. Moi, le processus N8N, c'était voici une liste de tous les RSS qui m'intéressent. Va les checker tous les 2-3 jours. Puis fais-moi une newsletter qui distille les choses qui m'intéressent moi. Tu sais, mais donc je veux pas le faire à la main à chaque fois. Je veux vraiment que ce soit un N8N qui a le faire pour moi avec un moteur LLM, quoi. C'est ça. Puis les agents qu'on crée Ouais. peuvent se créer des workflows. Ah, là, ça devient intéressant. Et tu comprends avec c'est Ouais. sûr qu'un humain peut le faire, puis c'est sûr qu'un humain va le faire, mais un agent va pouvoir aussi utiliser cet outil-là pour aller plus loin. OK, ouais. Puis automatiser des trucs. Puis Vincent, il y a des affaires de sécurité qu'on fait avec un agent. T'sais, un agent, par exemple, pourrait gérer mes courriels puis mon calendrier. Ouais. Mais il y a des niveaux de sécurité dans d'autres domaines qui demandent plus de travail d'ingénierie, de sécurité. Fait que là, on fait un workflow avec des containers plus privés puis des choses plus complexes à mettre en place qu'un agent ne fera pas. Là. Juste, ouais. Ben, ça puis c'est surtout le workflow est surtout utile dans la mesure où on veut automatiser un processus d'affaires. OK. Fait que quand il arrive la situation X, habituellement, on aurait fait ABC, Ouais, c'est ça. puis ça aurait donné un résultat. Quelque chose qui peut se Y. répéter. OK, exactement. Puis dans ce cas-là, avec l'agentique, c'est extrêmement difficile d'avoir un niveau de fiabilité. Ouais. Puis c'est là où les workflows deviennent hyper importants parce que on va définir des guardrails, on va définir même des processus de validation, de vérification pour qu'on ait un workflow qui peut être appelé, par exemple, 1000 fois par semaine. Ouais. Puis les 1000 fois, on va être capable de produire un résultat fiable. Ouais. Fiable à un certain niveau de pourcentage. Parce que même si les systèmes sont hyper évolués aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir un 100%. Ouais, par Mais définition. quand les humains le font, ils n'ont pas plus un 100%. Ouais, c'est ça. Donc, ça n'existe pas le 100%. mais on est quand même capable d'aller chercher des 95, 98, 99% de taux de fiabilité. Je vais donner un exemple simple, là, mais faire de la traduction automatique. Oui. La traduction automatique, on doit être à 99,99% fiabilité. Mais après ça... après, il y a le contextuel, le culturel. Oui, exactement. Là, ça devient plus compliqué. Mais identifier, il y a combien de pieds carrés dans un plan de maison. Ben ça, c'est beaucoup plus compliqué. Puis là, ben, l'AI n'est pas encore capable d'atteindre des niveaux de fiabilité qui sont nécessairement intéressants. C'est que ça, c'était la partie outils qu'on vient de parler, qu'on vient d'aborder, pardon. Et là, maintenant, Jonathan, tu m'as parlé de Dream, Learn, Create and Analyze. Ça, c'est ouais, ben c'est des choses qui s'en viennent. Crudo va absorber à peu près toutes les idées, comme je pourrais les donner à Claude ou Anthropic, mais moi, je les donne à Crudo, tu comprends? Tu veux dire les idées de que tu as développées avec Paracosm? Les différentes méthodologies qui vont devoir se retrouver dans une plateforme comme ça pour ne pas avoir à faire le travail dans une plateforme puis aller le mettre dans un autre. Et ça, en faisant mes recherches, j'ai vu que... j'ai demandé à Claude de checker c'était quoi Paracosm par rapport à CalMagic. CalMagic, c'est ta méthode. Et il me disait, c'est intéressant parce que Jonathan, sa méthode s'adresse à des gros joueurs, principalement. Puis là, c'est comme si il le rendait accessible à plus de monde ou à des PME, par exemple. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Oui. Okay. Au début, je m'adressais surtout à des groupes qui avaient des grosses transformations à faire. OK, ouais. Je voulais qu'ils deviennent des learning organizations pour devenir des influenceurs. Puis là, effectivement, j'ai visé des grosses firmes pour montrer qu'on était capable de faire du AI à cette échelle-là. Mais la notion là, de CalMagic, c'est vraiment partir d'une idée, comprendre comment l'idée devient un concept, comprendre comment l'idée peut rester comme présente dans le produit tout le long, au moment des décisions. Puis moi, je me rendais compte qu'avant que l'AI arrive,
la vision s'étiolait. C'est-à-dire, on partait d'une vision, c'était transposé dans une personne. La personne faisait des interfaces, elle faisait une simulation de quelque chose. Puis ça se ramassait dans les mains des développeurs. Puis là, il y avait tout le temps un 30% de gap entre la vision et l'exécution. Ouais. Ça, c'est réduit, pas juste le prix de l'exécution, mais ça, c'est fini. Entre moi et Vincent, on a une discussion. Des fois, le lendemain, c'est déjà dans le produit. Là. Fait que la notion de dream, c'est l'idéation. Ouais. Dans Core Magic, mais on appelle ça dream parce que c'est marketing. Ouais. Mais c'est beau. Ça veut dire que c'est pas encore prêt à être un produit. Ouais, Okay? Learn, ça va être transversal, selon moi, à tous les produits de Crudo. Ça va être la maturité. T'sais. On sait t'es où. T'es pas prêt à forge, t'es pas prêt à faire du build. Ouais. Il y a des étapes préliminaires. Puis là, on va les introduire avec les bonnes questions. Puis on va vraiment faire attention à nos clients parce qu'on a vu des psychoses. Moi, j'en ai vécu là, je me sentais bon, puis là, même, je me suis rendu compte que le modèle me mentait. Ah oui, on sait que tous nos clients vont vivre ça. Là. Ouais. Ils vont, puis là, je l'ai fait déjà dans des ateliers, leur montrer, je fais une analyse d'une page web à Claude. Là, tout le monde est fasciné par l'analyse. Là, il y a quelqu'un qui a fait le site, dit, mais c'est pas mon site qui a analysé. Ah, Claude, tu nous as menti? Oui, désolé. Tout ça, là, les gens qui sont passés de l'extase à genre, à Chris, c'est dangereux. Ouais, c'est effectivement, ben, voici pourquoi nous, on a une structure. Voici pourquoi on a des guardrails. Voici. Ouais. Puis ça, c'est la fameuse partie de create puis analyze. C'est que quand on build, il y a une partie, effectivement, d'exploration, de curiosité, de gaspillage de tokens. Il y a une partie dans la création qui est messy, que tu n'es pas obligé de dépenser avec tous les gros outils. Là. Il y a une partie d'atelier, d'accompagnement. Donc, ça, Create, on va faire des ateliers Crudo, parce qu'on va présenter les outils, on va jouer avec, puis on veut analyser nos produits. Fait que quand tu lances un produit, imagine, on a un agent intelligent qui analyse ton produit quand il est lancé. Il regarde comment les gens l'utilisent, puis il donne des cues. Fait que l'analyse, c'est aussi pour continuellement améliorer ta création. Là. Il va dire, ton site, il produit tel résultat, tu pourrais corriger telle affaire. Fait que analyse, c'est comme la suite du lancement. Là. Bon, moi, j'ai un défi pour vous, les gars. Là. Parce que je veux que ce show il soit utile pour justement le gérant de PME. C'est à lui qu'on s'adresse depuis le début. Est-ce que vous seriez partant pour faire une sorte de mini test qu'on rend disponible sous cette vidéo où le chef d'entreprise d'une PME il peut commencer à rentrer, répondre à des questions simples, mettons 10 maximum. Et puis là, il se rend compte que je suis prêt pour créer mon agent autonome. Ah non, il faut que j'attende un petit peu avant d'aller vers Forge. Comme ça leur donne un petit peu plus de précision par rapport à quel point Crudo pourrait leur être utile, à quel point, non, il faut d'abord qu'ils fassent du travail de leur côté. Est-ce que c'est quelque chose que vous serez prêt à coder pour l'audience? 100%. Après ça, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts? À mon avis, il n'y en a pas. Mais où est-ce qu'ils sont prêts à commencer? À quel niveau, quoi? Exactement. Je pense que c'est là que c'est intéressant d'avoir l'outil. T'sais, tout le monde devrait avoir un niveau de familiarité maintenant, ou en tout cas dans les semaines à venir ou les mois à venir, avec les AI à un niveau ou un autre. Mais 100%. Puis aussi, dans l'application, je ne sais pas comment vous allez réussir à le coder, mais une manière de leur expliquer, mettons qu'on définit, parce que je vous parle de ça, mais je le fais aussi de mon côté pour le coaching. OK, ton niveau de conscientisation, ton niveau de maturité est là, à peu près, ish. Mais quand même, avant que tu repartes et que tu fasses du travail de ton côté, ou alors que tu te embarques avec Crudo, voici les résultats tangibles que tu pourrais avoir avec ta business d'après ce que tu nous as dit. Est-ce que c'est quelque chose qui est évaluable? Écoute, le test, c'est 25. L'atelier qu'on fait en général, c'est 25 minutes. Okay. Les gens, ils ont un peu le portrait de l'état du marché, la vitesse à laquelle ça va. C'est plus à l'année, c'est au mois. Okay. Et donc, l'inventivité devient pas juste capitale, elle devient obligatoire. Là. Okay. Si moi puis Vincent, on n'est plus inventif, je vous garantis, puis là, je le dis live à télé, mais je veux dire, c'est filmé. C'est un mois. Là. Je veux dire, on est rendu dans une innovation constante, moi puis Vincent, avec une fenêtre d'horizon à 1 mois, voire 6 mois. Là. OK. C'est pas 1 an ou 2. Là. Si lui arrête d'être inventif, ça va nuire à ce que je fais. Là. C'est vrai que j'ai jamais autant travaillé. Puis c'est la même chose pour moi. Là. Si je réponds pas à Vincent avec la clarté, mettons, quand on a parlé de méthodologie, ça a duré 1 semaine, là, nos échanges. Puis, hey, si je fais ce changement-là, c'est
je mets mon attention sur ça, puis je le mets pas sur ça. Tu penses-tu vraiment? Puis là, je dis, ces trois choses-là. Tu sais, moi, je fais tout le temps ça. Si on fait ça guide les clients, ça les accompagne. Ouais. Puis ça va... Mais là, ça va ralentir le processus du vibing. Ah oui, ça va être moins vite que Lovable, mais au moins, je vais pouvoir aller en production. Puis je peux juste te dire que moi, mon pain, c'est de ne pas pouvoir aller en production. Puis c'est une grande déception pour mes clients. OK, ouais. Fait qu'il faut plus que je leur fasse vivre ça. Fait que oui, ça vaut la peine. Fait que là, ces discussions-là, on les a à la semaine. Puis Vincent, bon, il va falloir qu'il se relaxe un peu aussi, qu'il prenne des vacances, mais il faut que ce soit dans l'infrastructure parce que une fois qu'on fait le test en 25 minutes, c'est comme une conversation. Ouais. Le client essaye un agent. Ouais. Là, la réaction, je vous l'avertis, là, la réaction en général des gens, c'est tabarnak. C'est pas j'y crois pas, c'est pas je comprends pas comment ça marche. C'est même pas des questions sur la technique, c'est genre philosophiquement, il y a un arrêt. Ouais. On a tous eu cet arrêt-là du genre OK. Oh, purée. On n'est plus avec ChatGPT en 2023. Les gens, ils ont manqué le 2 ans. Là. Ouais. Tout le monde a manqué le 2 ans. Là. Ça a été compressé en 1 mois. Là. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Là, là on est rendu avec des agents autonomes. Il y a des affaires d'open cloud. Ouais, c'est une prise de conscience, quoi. On est rendu avec Codex 5.5. Écoutez, c'est des machines, là, ces affaires-là. Cloud baissant qualité. Là, les modèles, on voit des petites batailles. Donc, moi, je pense que 25 minutes, c'est suffisant pour que les gens embarquent dans le train. Est-ce que les gens débarquent à l'autre gare après? C'est là que moi puis Vincent, notre bête, c'est on peut les accompagner pour les faire monter en maturité puis essayer de le développer eux-mêmes. Ouais. Mais c'est vrai, la réaction des gens après 25 minutes, c'est qu'ils veulent nous garder comme accompagnateurs. Ouais. Parce qu'ils nous font confiance comme porteurs de projet. Mais ça va se... Comme nous, à l'interne, on a des jeunes développeurs. Ça va se développer à l'interne aussi, le réflexe de bâtir avec ça. Fait que là, ils disent, on a-tu besoin d'avertir notre équipe TI? Oui, ça vaut la peine que tu avertisses l'équipe TI que tu essaies un outil comme Crudel. Ouais. Parce qu'on peut... Tu sais, on a une pensée quand même. Vincent est ingénieur, je veux dire, on a une pensée pour les TI là-dedans. Là. Ouais. Mais c'est sûr que quelqu'un qui adopte Crudel devient un peu comme accompagné dans son évolution. Là. C'est comme un incubateur pour un entrepreneur. C'est un incubateur pour entrepreneur. Non, c'est un incubateur pour entreprise apprenante. C'est sûr qu'avec notre plateforme, tu vas désapprendre ce qu'il faut que tu désapprennes. Ouais. Tu vas commencer à inventer. Là, finalement, vous êtes le premier incubateur AI. Je ne sais pas si on est le premier. on est un des peu en ce moment. Là. Ouais, non, mais il y en a quand même beaucoup. Moi, je vois plus Crudel comme étant le facilitateur. Puis encore une fois, il y a beaucoup de trucs là-dedans qui c'est des expériences que nous-mêmes on a vécues, là, mais je souhaite à aucune entreprise de choisir, par exemple, un modèle puis de réaliser après avoir investi, je sais pas, 1 an de temps. Ils sont pris avec. Que ce modèle-là, par exemple, n'est plus le modèle le plus compétitif pour ce qu'ils veulent faire. Ils sont pas capables de bouger parce que tout a été fait à la main avec pas cette réflexion-là de pouvoir être agnostique et de faire le switch un jour. Puis les modèles évoluent à une vitesse assez grande. On parlait de Forge tantôt, des workflows. Ben, on en a des workflows en production où on a dû en fait remplacer Claude par OpenAI. Puis là, on parle d'il y a 2-3 semaines parce que Claude était même plus capable de faire la tâche. Ah oui. OK, ouais. Donc, c'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité. Puis, on ne souhaite pas que personne ait à vivre ça, de se réveiller un matin, de se rendre compte, en fait, qu'ils ne sont pas capables de faire le switch, mais que leur compétiteur est capable de le faire. Ouais. L'agilité, la clé du succès. Est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez aborder avant qu'on finisse cette partie-là? En tout cas, c'est le premier épisode, enfin l'épisode 4. Mais je pense qu'encore une fois, le volet technique, l'infrastructure est capital dans ce mouvement-là. C'est-à-dire ta souveraineté des données. Ouais. Est-ce que ta mémoire et ton contexte appartiennent? Il faut que tu puisses répondre à cette question-là. Même à parler d'IA, il faut que tu regardes comment les modèles extractivistes fonctionnent. Qu'est-ce qu'ils volent? Qu'est-ce qu'ils prennent? Parce que they're going for your lunch, they're going for mine. Ça, il faut que tu comprennes ça philosophiquement. Je pense que ça devient de plus en plus clair pour tout le monde. Parce qu'au début, c'était comme on était tous mais comme... c'est un méchant bête parce que ça veut dire qu'il faut... c'est un bête que tout le monde doit dire. Dans ma méthode, c'est quoi ton mindset? OK? C'est vraiment important ton mindset. Faut pas que tu sois trop optimiste. Faut que tu sois réaliste. Ouais. Ça va faire mal si tu es juste optimiste. Là, parce que ton allié va devenir ton ennemi en 2 semaines là, si tu n'as pas fait ce choix-là. L'autre, c'est la chance qu'on prend. Nous, on prend la chance de prendre des gens qui sont à tout niveau.
Notre plateforme pogne le client là, qui vient juste de découvrir que l'AI existe. 2 semaines après, il découvre que ça peut être autonome puis faire de la job pour lui. Après ça, il se rend compte qu'il peut remplacer toute sa suite logicielle. Ouais. Ou corriger des choses. Ça fait 5 ans qu'il dorme chez lui ou qu'il ne pensait pas. Puis ultimement, automatiser des parties de sa compagnie qui vont le rendre capable de faire des choses qu'il n'avait jamais pensé. OK? Fait que l'inventivité est graduelle selon les risques que tu prends. Fait que, oui, tu peux avoir le bon mindset, mais si tu ne prends pas de chance, pour de vrai, nous, on a comme des niveaux de chance. Là. Hey, tu peux commencer à 5$. Et tu peux aussi mettre 2000 par mois. Là. Je vais te montrer la différence entre un 5$ bien investi et un 2000. Ouais. Moi puis Vincent, on fait pour 500 tokens des sites. Je vois des clients qui dépensent 6000 tokens pour faire rien. Donc, tu sais, on leur montre, là, la gradation, c'est pas juste l'expertise, c'est aussi la structure que nous, on leur impose, leur fait prendre conscience qu'ils peuvent moins dépenser, être plus efficaces, plus inventifs aussi, du genre mieux parler avec une machine. Donc, désamorcer cette espèce de philosophie-là un peu négative de dire les machines vont nous remplacer. Absolument pas. Sauf que tu peux pas, comme Vincent a dit, être paresseux. Il faut vraiment que tu t'exprimes bien. Il faut que tu développes cette capacité-là que tu as de décrire ta job. Puis si tu penses que tu vas te faire voler, bien, viens Crudel. Nous, notre but, c'est de sécuriser des entreprises apprenantes qui ne perdent pas leur contexte et leur knowledge. On fait la même chose pour nos clients qu'on fait pour nous. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'avais à dire. C'est bon. Je pense que le message est clair. En tout cas, moi, en parlant de Crudel, c'est bien parce que je m'éduque aussi sur c'est quoi là où on s'en va. Donc vous êtes toujours 2-3 mois en avance. Non, mais c'est bon que tu restes indépendant de. Moi, je te dis, Crudel va réussir ou pas réussir. C'est le seul chemin que je prends. Ça peut être le seul chemin en ce moment, les gens vont devoir faire un choix de chemin. Ouais. C'est plus comme dans le temps, on peut choisir plein d'outils. Parce que là, il va y avoir des behemoths, là, des géants qui vont vouloir tout créer, même l'industrie. Là. Fait que moi puis Vincent, on est devenus, je pense, convaincus pour l'instant d'être agnostiques à ça. Je pense que c'est we're going to lead the pack, but we're not going to be led by them. Bon, c'est un bet, là. Mais intellectuellement, je vois pas pourquoi j'irais continuer à nourrir la bête. Si je suis capable de faire le move qu'on fait là. Mais c'est un move qu'on fait, c'est-à-dire il faut rester en avant. Ouais, c'est ça, il faut rester agile. Écoute, moi j'invite les gens à venir cliquer sur le lien sous cette vidéo parce qu'on va mettre votre app que vous allez coder entre maintenant et la sortie de la vidéo qui va permettre de faire cette conversation light, on va dire, peut-être plus courte. Et s'ils voient qu'il y a un bénéfice pour eux d'embarquer, de vous contacter ou de prendre un rendez-vous par téléphone pour jaser plus en détail. Même s'il y a des gens qui veulent challenger l'équipe de qu'est-ce qu'ils voudraient voir, en fait, comme exemple, qui l'écrivent en dessous des commentaires. T'sais. Ah ouais, c'est bon ça. C'est vrai, si vous avez des idées de quelque chose que vous voulez faire, mais vous pensez que c'est pas possible pour l'instant, je pense qu'on a 2 personnes très intéressantes qui pourront répondre dans les commentaires là, que ce soit sur LinkedIn ou YouTube. Voilà. Excellent. Merci. Merci Vincent, merci Jonathan. Merci. Merci. Break.